Vous écoutez 3D Vous, l'émission podcast sur le pest control. Bonjour à tous et bienvenue dans 3D Vous, l'émission podcast sur le pest control. Et pour m'accompagner à chaque émission, le docteur Romain Lassor est avec moi. Bonjour Romain. Bonjour Adrien. Je vous rappelle que cette émission est disponible sous son format de podcast sur Spotify et sur notre chaîne YouTube. Sans plus attendre, nous accueillons aujourd'hui Sylvestre Riandé. Bonjour Sylvestre. Bonjour. Vous êtes directeur chez Ratila, une entreprise de dératisation écologique par la prédation à l'aide de vos furets et de vos chiens. Je vous laisse un peu présenter votre entreprise. Oui, alors c'est une entreprise qui est assez jeune, on a commencé en 2018. On a effectué quasiment une année de tests avec la ville de Paris et le DEFAS. Au départ, on n'utilisait que les furets et très rapidement, on a rajouté les chiens pour gagner en efficacité. Une année de test, pourquoi Sylvestre ? Trouver les meilleures méthodes de capture. D'accord. Et du coup, tu en es arrivé à la conclusion que furet plus chien, c'était potentiellement le plus efficace. Oui, parce qu'on gagne en temps de mise en place sur le terrain. On est beaucoup plus rapide et donc on peut traiter plus de surface à l'aide des chiens. Merci d'avoir accepté notre invitation. Donc aujourd'hui, c'est un numéro un peu spécial. Donc il y aura un grand débat sur l'utilisation des furets dans la lutte contre les rats en ville. 3D Vous, c'est votre podcast sur le milieu du pest control et ça commence maintenant. Donc tout d'abord, je m'adresse à vous, chers auditeurs. Si vous souhaitez réagir sur les réseaux, n'hésitez pas. Il y a YouTube, LinkedIn ou encore Facebook. Donc pour ce numéro, Sylvestre, nous vous avons invité pour débattre avec Romain sur toute cette thématique. Vous avez des idées qui divergent. Je précise que c'est la première fois que vous vous rencontrez en vrai, mais vous avez déjà eu... C'est vrai, c'est la première fois qu'on se voit. À travers les réseaux, vous avez déjà pu avoir quelques échanges. Des échanges même un peu musclés. Donc vous allez réagir aux propos justement que vous êtes échangés sur toute cette problématique. Et donc tout ça c'est lié à l'actualité puisqu'en effet à Toulouse en novembre on a appris que la mairie a décidé de faire usage de cette méthode afin de réguler les rats. Aussi à Marseille on en a beaucoup parlé notamment en octobre où il y a une adjointe à la mairie qui a informé qu'en décembre il allait y avoir plusieurs interventions dans la ville donc en utilisant des furets. Donc, pour résumer, l'utilisation des furets est de plus en plus courante, donc c'est une méthode naturelle mais qui peut poser des questions d'éthique et c'est pour ça que je vous propose ce débat tous ensemble aujourd'hui. Donc, je vais citer plusieurs passages que vous avez pu vous échanger, puis vous poser quelques questions à travers ceci. Romain, donc tu as pu dire, ce n'est pas une simple utilisation de furets qui changera quoi que ce soit, il faut du courage politique pour une meilleure gestion des ordures ménagères. Donc tu interpelles directement les politiques. Et je vous pose également la question Sylvestre, est-ce que selon vous deux, les hommes politiques en font assez sur la gestion des rats ? Alors Sylvestre, je te laisse répondre. Oui, non, là très clairement, c'est pas une question qui est vraiment prise en charge de manière cohérente par les politiques. J'ai l'impression que les bailleurs privés sont beaucoup plus performants et beaucoup plus investis sur cette question-là. À moi de réagir, dans quoi je maintiens mes propos. Oui, parce que la plupart du temps, on s'adresse au rongeur. Lui, le rongeur, il est là pour exploiter une niche écologique qu'on lui laisse, c'est-à-dire la surprésence de nourriture en surface. Et notamment lié au fait d'une mauvaise gestion des ordures ménagères en surface, des incivilités alimentaires qui sont faites par les gens tous les jours, qui jettent leur sandwich à côté de la poubelle plutôt que dedans. Donc moi, c'est plutôt ça que je dénonce, et plutôt à ce sujet-là que j'en appelle aux politiques. On est toujours à en avoir après les rongeurs. Alors, pourquoi j'ai réagi comme ça ? Parce que le furet ou toute autre méthode qui viendrait aider à la régulation de ces rongeurs, c'est pas le sujet essentiel. Le sujet essentiel, c'est justement la gestion de ces ordures ménagères en surface et des incivilités. Et c'est ce qu'on appelle l'effet puits-source en écologie. Si on ne s'attaque qu'au puits et que vous coupez pas la source, vous pouvez avoir une bonne serpillière, potentiellement l'eau va toujours couler. Donc partant de ce principe-là, je suis pas forcément en faveur de l'utilisation des furets plus qu'une autre méthode pour réguler les rongeurs. C'est pas ça le sujet. Le sujet, c'est gérons la disponibilité alimentaire en surface et ensuite on verra quelle est la méthode la plus éthique qui soit, puisque je ne pense pas forcément qu'il y ait une méthode plus éthique qu'une autre pour réguler les rongeurs à partir du moment où on donne la mort. Donc le vrai problème, c'est l'action humaine. Ouais, c'est l'action humaine, et puis c'est le fait que les gens soient sales et laissent de la bouffe partout. Enfin, je sais pas ce que tu en penses. Oui, d'une part il y a ça, et puis d'autre part, jusqu'à présent, les sociétés de 3D se penchaient pas trop sur le proofing, donc rendre hermétique, étanche des sites, et balancer des produits pour faire que du curatif et pas de préventif. Ok. Romain, donc je vais te citer. Ces solutions dites écologiques, dont le furet qui est un prédateur du rat, il est également nécessaire de les étudier sous l'angle de la souffrance animale. La prédation, aussi naturelle soit-elle, peut être très violente. Sylvestre, qu'est-ce que vous répondez à ce qu'il a dit ? Là, dernièrement, j'ai publié une vidéo où on voit un furet qui tue un rat, et le furet ne joue pas avec la proie. Donc il va attraper le rat par la nuque
et lubriser les cervicales. Donc la mort est très rapide, donc ça génère toujours de la souffrance bien entendu, mais sur quelques secondes. Donc ça va assez vite la mise à mort. Et donc du coup je pense qu'on est sur une méthode qui est très acceptable par rapport à la souffrance animale serait minime, du coup elle serait rapide. Oui, quand on prend d'autres pièges, d'autres méthodes comme les bains d'écomyle, etc., ou le rat se noie, je pense que si j'étais un rat, je préférerais me faire tuer par un chien ou par un furet. Alors moi je suis pas un rat ni un chien, donc je suis pas. C'est un sujet sur lequel je suis pas forcément en face parce que ça fait des dizaines d'années qu'on entend parler de la souffrance animale qui est générée par les produits chimiques qu'on utilise. Effectivement, et je suis pas la seule des industriels, loin de là, je suis complètement indépendant dans mes propos. Mais c'est de se dire, on trouve finalement de la souffrance animale dans les produits dont on veut se débarrasser, qui n'est pas forcément avérée, puisqu'aujourd'hui on parle de la souffrance animale créée par les anticoagulants. Je rappelle simplement que les rongeurs, ils meurent d'hémorragie interne alors qu'ils sont dans le coma. Donc la mort dans le coma, personne n'y est allé pour pouvoir se dire si on souffre ou pas. Mais en l'occurrence, c'est pas parce qu'un rongeur développe une hémorragie interne qui va forcément en souffrir. Et la mort dans le coma, on ne sait pas forcément ce que ça donne. Donc on essaie d'associer de la souffrance en permanence grâce à ce principe de cette espèce de principe de précaution qu'on prend surtout sur les produits chimiques qu'on utilise contre les rongeurs, et de trouver finalement que la prédation naturelle en vrille c'est super génial et que ça ne génère pas de souffrance animale. Je pense qu'il faut qu'on sache accepter le bénéfice risque de toutes les solutions, et je suis désolé, autant le furet aujourd'hui s'impose comme une des solutions, comme un des outils à disposition de la gestion des rongeurs en ville. Mais il ne faut pas que ce soit l'arbre qui cache la forêt, de se cacher derrière ça pour dire arrêtons les produits chimiques, parce qu'il y a bien des situations dans lesquelles, avec tes furets sylvestres, tu n'auras pas forcément la bonne réponse, là où les produits chimiques pourront en avoir. Donc moi je ne suis pas forcément pour opposer, comme on le voit aujourd'hui sur les réseaux, le tout chimique versus le tout naturel. Il y a aussi de la souffrance animale dans le naturel, c'est la prédation. Et je pense qu'effectivement, il ne faut pas se cacher derrière ça, quoi. Non, bien entendu. Après, la prédation, c'est un outil supplémentaire, mais bien évidemment, on ne peut pas traiter les réseaux d'eau usée, les réseaux d'eau de pluie, puisqu'on perdrait les animaux. Et effectivement, ce que je disais par ces propos-là, c'est plutôt la posture des villes que je dénonce, à dire nous on fait de l'écologique, on fait du naturel, et regardez parce qu'on s'est engagé à plus faire de produits chimiques. Dans bien des cas, de toute façon, elles en font toujours sous le tapis. Ça, c'est comme la problématique avec le moustique, on a retiré tous les produits et aujourd'hui on se rend compte qu'il y a de la dingue en France. C'est comme tous ces maires qui ont pris des arrêtés anti-phyto et qui aujourd'hui ne peuvent pas traiter l'ambroisie sur les ronds-points. Je veux dire, c'est des postures politiques qui sont anti quelque chose. C'est pas progressiste, c'est que je choisis des méthodes pour montrer que j'abandonne les plus anciennes, alors que la plupart du temps, ils ont besoin d'y avoir recours à nouveau pour des questions d'efficacité. Donc moi, c'est plutôt cette démagogie que je dénonce plutôt que ta méthode utilisée sur les rongeurs, quoi. Mais parce que la prédation naturelle, donc il y a aussi à travers les faucons, mais c'est quelque chose que t'es pour, ou du coup tu préfères Ouais, je suis plutôt pour. Ces méthodes-là quand elles s'inscrivent comme un outil dans la boîte à outils du gestionnaire de l'espace public. C'est-à-dire, on ne va pas faire de l'utilisation de furet parce qu'on est contre les produits chimiques. Parce qu'un jour, c'est comme tous ces gens qui opposent le traitement des punaises des lits par le produit chimique versus par la chaleur ou par le froid. Et je suis désolé, tout le monde n'a pas forcément le portefeuille pour pouvoir faire traiter des punaises des lits par le froid ou par le chaud. Donc, chaque solution a son périmètre d'expression et d'exploitation, et je pense que les furets aujourd'hui, c'est une méthode à considérer sérieusement dans la gestion des rongeurs, sur l'espace public notamment. Mais il n'y a pas que ça. Sylvestre, vous dites, et pour se lancer dans le furetage, il faut parfaitement connaître les furets et les rats. Ne s'improvise pas chasseur de rats. Concrètement, du coup, c'est quoi un bon chasseur de rats ? Il faut déjà connaître ces animaux, c'est le plus important. Aujourd'hui, j'en vois qui achètent des furets qui se lancent dans cette méthode-là, mais qui ne connaissent pas l'aplasie médulaire. C'est de plus en plus développé l'utilisation des furets. Alors, c'est-à-dire qu'une furette, on va utiliser que des femelles qui sont plus petites et plus vives. Et une furette doit être saillie au moment des chaleurs, sinon elle peut en mourir. Et ça, je ne suis pas convaincu que ceux qui se lancent actuellement aient percuté là-dessus. Il y a des temps de repos à respecter chez le furet. On ne peut pas faire travailler un furet toute une journée. C'est un gros dormeur, il dort entre 16h et 18h par jour. Donc on va travailler avec différentes équipes.
C'est un animal de sous-bois à la base, hein. C'est un putois qui est domestiqué. Donc l'entretien du furet doit prendre en compte ce bien-être animal. Et on ne va pas le laisser au soleil, il ne supporte pas la chaleur. Par contre, il résiste très bien au froid. Donc voilà, on ne s'improvise pas, il faut quand même connaître les animaux avant de se lancer. Romain, toi, Et la biologie du rat, ouais, du coup, parce que du coup, Aussi. dans tes zones d'intervention, de fait, désormais, tu interviens avec furet plus chien, c'est ça? Oui. Tu peux nous expliquer un petit peu c'est quoi ton protocole d'intervention dans ces cas-là? Alors quand on arrive sur un site, donc sur des espaces verts par exemple, on va disposer des filets sur les terriers. On fait passer les furets dans ces terriers-là. D'accord. Avec des poches, quoi, du coup. Voilà. Et les rats sortent et c'est les chiens qui les prélèvent. D'accord. Voilà. Après, on va intervenir aussi dans les caves et dans les vides sanitaires. Et là, ça sera uniquement avec les chiens. D'accord. Parfois, on a de la chance, on peut s'enfermer dans un local d'ordures ménagères avec les rats. Ouais. Et là, on prélève tout d'un coup D'accord. avec les chiens. Ok. Sur le post que tu avais fait, Romain, il y a une personne qui a répondu en disant: c'est marrant comme il est inhumain d'utiliser des plaques de colle ou des anticoagulants. Par contre, quand nous laissons un autre animal égorger un rat et le laisser vider de son sang, cela devient une merveilleuse idée et on en oublie la souffrance animale. Sylvestre, qu'est-ce que vous pouvez répondre à ça? Ce que j'ai répondu déjà tout à l'heure, c'est que la mise à mort, tout le monde peut aller voir la vidéo, elle est très rapide. Donc il n'y a pas le furet qui va égorger et boire le sang comme on peut lire de temps en temps. Ouais, c'est des mots assez forts qui sont utilisés. Oui. Alors, effectivement, ça paraît violent quand on voit le furet tuer un rat. Mais encore une fois, ça va très très vite. Et donc je pense que ça génère assez peu de souffrance. Ok. Toi, Romain, Ouais, je veux réagir là-dessus. C'est vrai que ce commentaire, il traduit un petit peu cette grande opposition qui n'est ni de ton fait ni du mien, qui est la grande opposition aujourd'hui pour essayer de laver plus vert que vert, si je peux utiliser l'expression, de dire comme je suis anti-chimie, je vais aller vers des solutions qui reconstituent de la prédation naturelle, parce que la chimie c'est sale. Bah non, en fait, dans la chimie, il ne faut pas forcément tout mettre à la poubelle, comme je disais tout à l'heure, parce que comme le dit l'adage, c'est quand on est privé d'un certain nombre de choses qu'on en mesure la valeur. Aujourd'hui, le fait d'avoir substitué des produits chimiques dans un certain nombre d'applications, on a des difficultés aujourd'hui à pouvoir s'en sortir. Donc moi, je suis contre la posture qui est la plus souvent la posture politique, d'opposer la prédation naturelle à la chimie. Tout, comme je le disais, tout ça, c'est des outils. C'est des outils au service du gestionnaire de l'espace urbain, du gestionnaire de l'espace public, et chaque outil a son domaine d'exploitation et son domaine de prédilection. Mais aujourd'hui, je pense qu'il faut qu'on arrête d'opposer toutes ces techniques-là. Je suis le gentil copain des industriels ou versus je suis anti-industriel. Il ne s'agit pas de ça, il s'agit de développer des solutions en fonction des portefeuilles des gens, en fonction des possibilités d'exploitation de la solution et en fonction de l'engagement environnemental qu'on a pris. Donc oui, les furets ont leur place, tout autant que la chimie a la sienne également sur un certain nombre de problématiques. Alors pour rebondir sur ce que tu dis là, nous on intervient toujours en complément. On n'a pas de contrat d'entretien avec les bailleurs, on est en plus. D'accord. Et on est missionné sur des sites très très infestés. Et on s'aperçoit que lorsqu'on va terroriser les rats sur les sources d'alimentation, les poubelles, les OM, on va les insécuriser et ils vont plus volontiers manger les appâts. Donc ça permet de gagner en efficacité aussi sur les appâts. D'accord. Ouais, donc on est vraiment sur une lutte en combinaison en fait, finalement plus qu'en opposition. Donc là, oui, moi, cette démarche-là, je suis persuadé que cette démarche-là, c'est la bonne, parce que si on agit à la fois sur la gestion de la disponibilité alimentaire, c'est-à-dire les ordures ménagères, comme tu le dis, Sylvestre, à la fois sur la mise en place d'un travail de fond en n'oubliant pas forcément d'utiliser des produits chimiques, et puis en te faisant intervenir pour écréter les populations à un moment où le seuil est dépassé depuis très longtemps, je trouve que c'est une combinaison intéressante, et c'est ça qui devrait sensibiliser le politique. D'accord. Romain, il y a Sylvestre qui t'avait posé une question. Citez-moi selon vous la méthode létale qui génère le moins de stress et le moins de souffrance. Donc ça reprend en plus tout ce qu'on vient de parler. Noyade dans un bain d'écomyle, mort par hémorragie interne, il y a la souffrance, docteur Romain Lasseur, il suffit de voir la prostation de l'animal. Autre piège mécanique ou tuer un prédateur en 5 secondes. Aujourd'hui, la méthode de mise à mort qui génère le moins de souffrance, c'est le froid.
ou l'électricité, clairement. Parce que là, on parle le froid, on parle d'un endormissement petit à petit du centre nerveux, donc en fait, on ne perçoit pas la douleur avant le processus de mort. L'électricité, on est de l'ordre du milliseconde en fonction de la tension et du voltage, du voltage et de l'intensité qui est envoyée dans le courant électrique. Et ensuite, effectivement, à partir du moment où on parle de dislocation cervicale, eh bien, on parle d'une mort qui est quasi instantanée. Encore faut-il être sûr d'avoir des furets qui soient bien entraînés pour tuer des rats, et puis des chiens qui soient bien entraînés pour tuer des rats aussi, parce que on rappelle aussi que les rongeurs sont porteurs d'un certain nombre de pathogènes, donc dans la relation animale, effectivement, il y a la protection du chien et la protection du furet contre les maladies qui sont véhiculées par le rongeur, ça c'est sûr. Et effectivement, quand on parle de noyade, là on est sur des morts qui sont beaucoup plus longues et qui génèrent probablement plus de souffrance animale. Voilà, on pourrait par exemple opposer les comiles aux anticoagulants. Et je pense qu'aujourd'hui, l'anticoagulant génère moins de souffrance animale qu'une mort par noyade, en fonction du temps que le rongeur va mettre à se noyer. Alors selon si c'est une souris qui se noie ou un rat, à la souris on parle de potentiellement quelques secondes, voire une minute. Le rat, on peut parler de quelques dizaines de minutes. Donc à ce titre-là, oui, effectivement, si la prédation naturelle par les furets ou les chiens tue en quelques secondes par dislocation cervicale, il faut admettre que la souffrance animale est limitée. En fait, je ne sais pas ce que tu en penses, Sylvestre. Oui, non, mais je te rejoins là-dessus. Et après, quelque part, il n'y a pas de mort propre à 100%. Donc pour l'instant, on n'a que ces outils-là. Donc il faut faire avec, de toute façon. C'est ça. Oui, puis je pense que tu seras d'accord avec moi pour dire qu'on ne donne pas la mort par gaieté de cœur, on donne la mort pour écrêter une population qui peut représenter un risque sanitaire. Donc on n'est pas là pour tout réguler, on est là effectivement pour maintenir les populations de rats en milieu urbain sous un seuil qui ne pose pas de soucis sanitaires à la population. Alors, par rapport à la mise à mort, nous on aide les chiens quand les rats sont dans les filets, donc on fait des chocs crâniens. Et sur certains sites, on va prélever jusqu'à 150 rats par jour. Et donc la mise à mort dans mes équipes, elle est sur la base du volontariat. Donc il y a des gens qui me disent non, Sylvestre, aujourd'hui je me sens pas, j'en ai tué 150 hier, j'ai pas envie de tuer aujourd'hui, et je leur oblige un suivi psychologique. D'accord, ok. Ouais, ça c'est important de le préciser parce que il y a une vraie question. Parce qu'effectivement dans nos métiers, je pense que c'est important. La mort est très présente. Aujourd'hui, on voit bien que c'est un sujet que la société veut plus entendre, veut plus avoir à faire face. D'éthique. Ces questions d'éthique, ces questions de souffrance animale, on ne veut plus voir la mort en face. Dans nos métiers qui, pour ces questions de santé publique, doivent donner la mort, je crois qu'il faut regarder le truc en face. C'est important d'une part d'y être préparé, et puis toi en tant que chef d'entreprise, on le souligne parce que c'est important d'avoir conscience que les gens qui doivent donner la mort pour des conditions, dans le cadre de leur fonction professionnelle, c'est effectivement important qu'ils soient suivis sur le plan psychologique. Alors effectivement, donner la mort à des pigeons ou des rongeurs, c'est pas comme donner la mort à des insectes. C'est vrai qu'aujourd'hui, on a moins de problématiques avec les insectes qu'avec les rongeurs, mais effectivement, c'est intéressant de savoir ce point parce que oui, le fait de donner la mort en 2022, c'est quelque chose qui peut être impactant sur le plan psychologique. Et ce que je dis à mes équipes, c'est aussi qu'en plus, on va tuer des rats, et leur présence est à cause de nous. C'est nous qui les élevons quasiment. Bien sûr. Et derrière, on va en tuer des milliers par mois. Bien sûr. Et on n'en fait rien, ça se mange pas, il n'y a pas de débouché là-dessus. Donc c'est des mises à mort presque gratuites. Alors on se dit qu'on rend les espaces verts aux enfants, et ce qui peut nous motiver à rendre propres les sites. Ouais, et puis effectivement, t'évites aussi qu'un certain nombre de pathogènes sautent à la tête des enfants et à la tête des gens. On a fait une étude à Paris sur les déjections de rongeurs. On a quand même pu mettre en évidence le fait que les rongeurs, 30 à 40% des rongeurs sont porteurs de pathogènes. Alors effectivement, c'est pas des maladies de première importance, mais c'est de la lepto, c'est des campylobactères, c'est du clostridium. Donc c'est des maladies qui par ailleurs provoquent des intoxications alimentaires chez les enfants. Donc c'est aussi ça notre engagement, c'est aussi ça notre boulot. Parce qu'on a choisi, il y a des choses pour lesquelles on choisit de vivre ensemble, et il y a des animaux avec lesquels on a choisi de ne pas vivre. Le moustique, la punaise des lits, le rat. Donc à partir de ce moment-là, eh bien, il faut accepter qu'on ait une préhension sur notre écosystème et qu'on régule les bestioles. Donc partant de ce principe, effectivement,
notre grand fer de lance, c'est quand même la santé publique, quoi. Parce que de toute façon, après, pour toi, Romain, le véritable problème, ça reste donc l'insalubrité publique et la disponibilité alimentaire, notamment en milieu urbain. Concernant la souffrance, cette approche n'a rien d'empirique, il y a des marqueurs biochimiques de cette souffrance chez l'animal, et il est nécessaire de distinguer souffrance perçue par les hommes et souffrance réelle. Ouais, je crois, parce que il y a un certain nombre de marqueurs qu'on regarde dans le sang pour pouvoir mesurer le niveau de stress et le niveau de souffrance. Hein, et ça, notamment dans les animaux de laboratoire, c'est très suivi. C'est très suivi parce que je vous rappelle qu'il y a quand même une réglementation qui est très draconienne sur l'utilisation des animaux dans les laboratoires pour des questions de tests de médicaments ou autres. Et donc, en fait, ces niveaux de stress sont régulièrement mesurés sur un certain nombre d'animaux. Donc, c'est vrai qu'aujourd'hui, on a plutôt tendance à avoir une société qui perçoit de la souffrance animale, là où il n'y en a pas forcément, et puis de la souffrance animale qui est sous nos yeux, qui n'est pas forcément perçue. Alors on va vous parler des delphinariums, de l'exploitation des animaux, et puis on va avoir sous nos yeux des actes de souffrance envers les animaux. Pour moi, un chat qui ne sort pas de la journée, c'est un acte de souffrance. Alors peut-être qu'on ne le verra pas sur le plan biochimique dans son sang, mais comme c'est passé dans les habitudes des gens, et de fait, cette souffrance, elle n'est pas perçue. Elle n'est pas perçue par le propriétaire alors qu'elle est existante. Donc c'est vrai qu'il faut faire attention entre souffrance perçue et souffrance réelle, parce que aujourd'hui, en 2022, les gens n'ont pas forcément l'œil pour pouvoir percevoir la souffrance, ou ont l'œil pour en percevoir à des endroits où elle a été, où elle est acceptée, où elle est de fait parce qu'on a choisi de réguler des bestioles, quoi. Enfin, je sais pas ce que tu en penses, Sylvestre, sur tes techniques, mais... Oui, alors après, nous, globalement, les gens sont très contents de nous voir arriver. D'accord. Et comme notre action, elle est très, très visible par la population, ça permet aussi d'échanger avec eux et de parler des bonnes pratiques. Je sais qu'il y avait une étude qui allait se mettre en place, je ne sais pas où ils en sont, une étude sociologique sur la perception des nuisibles en fonction des niveaux socioculturels. Donc ça aurait été intéressant de voir si on pouvait accéder à ces travaux-là. Donc c'est une équipe du professeur Benoît Pisanu qui devait travailler là-dessus. Du Muséum d'histoire naturelle, Oui, alors c'est pareil, parce que aujourd'hui, effectivement, on voit aussi toutes ces associations de protection des animaux qui font la première page d'un certain nombre de réseaux sociaux qui se disent porte-parole des gens, porte-parole d'une certaine tendance urbaine. Mais je suis désolé, aujourd'hui, la France silencieuse qui croise des rats dans les cages d'escalier le matin en partant au boulot, ces gens-là, on les écoute pas, et on parle d'un côté de souffrance perçue pour l'animal, mais d'un autre côté, la souffrance humaine d'être laissé pour compte dans les collectivités ou dans un certain nombre de communes dans lesquelles on ne s'occupe pas de la dératisation de son immeuble, je suis désolé, la souffrance, elle est peut-être pas forcément du bon côté de la barrière, quoi. C'est aussi ces associations-là qui vont limiter l'action des communes. Parce que les communes, les associations sont très revendicatrices et les communes les écoutent. Ils ont peur de perdre de l'électorat. Bien sûr. Et au final, on se retrouve avec une gestion qui est ni fait ni à faire des populations murines. On est bien d'accord. Non, mais ça c'est sûr. Et effectivement, ces associations, en tout cas les porte-parole de ces associations, j'ai pas l'impression qu'ils aient très souvent des rats à croiser en bas de leur immeuble tous les jours. Donc c'est très facile aujourd'hui d'être dans une association et d'être militant. C'est très facile aujourd'hui d'être contre la souffrance animale et contre la dératisation quand soi-même, tous les jours, on n'a pas à en croiser. C'est facile d'être pour la biodiversité en ville. Par contre, ces gens-là, quand ils ont des punaises de lit dans leur appartement, ça fait plus partie de la biodiversité. Donc c'est vrai qu'on a plutôt tendance à avoir des gens un peu bipolaires qui, quand ils ne sont pas confrontés au problème, ils sont plutôt pour l'existence des rongeurs en ville. C'est le cas à Bordeaux aujourd'hui avec les propos qui ont été tenus par le maire en disant qu'il faut arrêter de réguler les rats parce qu'ils sont utiles. Mais est-ce qu'il en a chez lui ? S'il en a chez lui et qu'il fait un élevage dans sa chambre, moi je suis prêt à le croire. Par contre, je pense pas que ce soit forcément la réalité. Puis cette pression des associations, ça amène des réflexions hors sol de la part des élus. Il n'y a pas très longtemps, une ville du Sud me contacte pour me demander si je peux attraper les rats vivants. Alors oui, je sais faire, je ne mets pas les chiens, je capture dans les filets. Et ils me demandaient d'aller les libérer ailleurs. Ouais. Sauf que c'est interdit. C'est interdit, on n'a pas le droit de les transporter. Et puis je leur dis, mais qui va les vouloir, vos rats ? Je les mets où ? Non, bien sûr. Non, mais ça, c'est ce que j'appelle de la bonne conscience. C'est ce que j'appelle de la mauvaise foi politique. Ça, c'est sûr. C'est de dire, on va se donner bonne conscience en allant relâcher déjà une espèce envahissante, qui plus est vectrice d'un certain nombre de pathogènes,
Enfin, est-ce que ces gens-là, ils ont lu des articles sur le rôle du rongeur dans la dissémination des maladies? Est-ce que ces gens-là, ils sont là pour servir leur propre idéologie ou ils sont au service du citoyen? J'ai l'impression que de temps en temps, leur rôle, ils ne le comprennent pas forcément. C'est ces gens-là qui sont les porte-parole de la France silencieuse et qui doivent protéger le citoyen avant de protéger les rats. Et c'est cette démagogie-là, aujourd'hui, que je n'accepte pas. Et c'est pour ça, effectivement, qu'on avait réagi assez activement sur les réseaux. C'est-à-dire, c'est pas tellement la manière dont tu conduis ton activité qui me pose problème. C'est que cette activité-là, elle est utilisée à des fins politiques par opposition à ce qui se faisait avant. Et c'est ça que je trouve dommage, c'est cette mauvaise foi. Par rapport aux produits chimiques. Et c'est cette mauvaise foi que je pointe du doigt. C'est pas tellement l'activité de Sylvestre Riondé, que j'apprends à apprécier au cours de ces minutes, mais c'est plutôt cette démagogie politique, oui. Est-ce que, Sylvestre, votre vision, vous, sur les produits, c'est quelque chose que... On est obligé d'en utiliser. Vous n'êtes pas contre? Ah non, mais bien sûr que non. Comment on va réduire la population de rats dans les réseaux si on n'utilise pas de produits? Bien sûr. C'est impossible. Bien sûr. Quand on prend après, il y en a qui jurent plus que par ça, mais moi je ne suis pas convaincu, des pièges à capture multiple, je ne trouve pas que ça ait une efficacité exceptionnelle. Donc je pense que l'utilisation des biocides sera toujours obligatoire. Et puis l'action de proofing qu'il faut généraliser. Jusque-là, c'était pas du tout pris en compte. Et ça fait 3-4 ans qu'on commence à voir des gens qui s'y mettent. On commence à en entendre parler. Ouais. Je vous laisse le mot de la fin, chacun. Bah, allez, je te le laisse, Sylvestre. Eh ben, je te remercie pour l'invitation. Et, avec plaisir. On a passé un bon moment. Ça m'a fait aussi également très plaisir. Parce qu'effectivement, il y a derrière tous ces mots des réseaux sociaux, il y a des passionnés, il y a des hommes et des femmes, des hommes avec un grand H, et des passionnés avant tout de la régulation des espèces envahissantes. Et je crois qu'on s'aperçoit qu'on fait le même métier. Je te remercie, Sylvestre. Merci à toi. Sylvestre, merci à vous d'avoir accepté l'invitation. Romain, merci à toi. Merci Adrien. Merci. On se retrouvera le mois prochain pour un nouveau numéro de 3D Vous. En attendant, celui-ci sera disponible sur Spotify et sur notre chaîne YouTube. Merci à tous de nous avoir suivis et à très vite.